l'obscurité précédant l'aube, quand la terre africaine retient son souffle et que les étoiles achèvent leur veille millénaire, un homme se tient debout. Pas dans la parade des projecteurs, pas dans le fracas des discours calculés, mais dans cette zone sacrée où se forgent les destins des nations. Ibrahim Traoré incarne cette vérité oubliée. Le véritable pouvoir ne hurle pas, il rayonne. Le vrai courage ne s'exhibe pas, il transforme. Et dans cette époque de bruit permanent, où chacun crie pour exister, il a choisi l'arme la plus redoutable, celle que les empires ont toujours crainte, le silence habité par la conviction. Ce silence n'est pas absence, c'est plénitude. C'est cette force intérieure qui brûle dans le regard de celui qui sait exactement pourquoi il se lève chaque matin, pourquoi il accepte de porter le fardeau d'un peuple entier sur ses épaules. Quand il parle, ses mots ne sont pas nombreux, mais ils pèsent le poids de l'histoire. Quand il agit, ses gestes ne sont pas théâtraux, mais ils déplacent les montagnes de l'impossible, car il a compris ce que les anciens savaient. Dans le silence se trouve la source de toute action véritable. Dans l'intériorité se forge la trempe des leaders qui changent le cours du temps. Le Burkina Faso a toujours été cette terre de paradoxes magnifiques, ce pays des hommes intègres, où la pauvreté matérielle n'a jamais signifié pauvreté d'esprit. Depuis que les premiers royaumes Mossi ont tracé leurs frontières dans le sable et l'honneur, depuis que les griots ont commencé à tisser la mémoire collective dans leurs champs immortels, cette terre a produit des hommes qui refusent de plier l'échine. Thomas Sankara fut l'un d'eux, cet astre fulgurant qui illumina le continent entier avant d'être éteint par ceux qui ne supportaient pas tant de lumière. Il avait osé rêver d'une Afrique debout, maîtresse de son destin, libérée des chaînes invisibles mais si réelles de la dépendance économique et mentale. Les décennies qui suivirent furent celles de l'amnésie organisée, du compromis permanent, de la survie au jour le jour, dans un système qui étouffait toute velléité de grandeur. Le Burkina Faso, comme tant d'autres nations africaines, naviguait dans les eaux troubles de la gouvernance néocoloniale, où les dirigeants regardaient plus souvent vers Paris ou Washington que vers les villages de leur propre pays. Les ressources naturelles continuaient leur exode silencieux vers des coffres étrangers, pendant que la jeunesse africaine, cette immense force vive, se voyait condamnée au chômage, à l'exil ou au désespoir. Mais l'histoire africaine nous l'enseigne. Après chaque nuit, même la plus longue, l'aube finit toujours par percer. Les fils et filles de Sankara n'avaient pas oublié. Ils avaient grandi avec ces paroles gravées dans leur cœur, avec ces idéaux coulés dans leur sang. Et quand la menace terroriste est venue frapper aux portes du Burkina Faso, quand les villages ont commencé à brûler et que les populations ont connu la terreur, quand l'État semblait impuissant face aux groupes armés qui ravageaient le territoire, une génération entière comprit qu'il ne suffisait plus d'attendre. Il fallait agir, il fallait se lever, il fallait un capitaine. Ibrahim Traoré n'est pas sorti du néant. Il est le produit de cette terre, de cette histoire, de cette souffrance collective transformée en détermination d'acier. Ingénieur de formation, soldat par conviction, il représente cette nouvelle génération d'Africains qui refusent le choix imposé entre la soumission et la résignation. Il incarne cette jeunesse africaine qui en a assez des leçons de démocratie données par ceux-là même qui pillent le continent depuis des siècles. Il symbolise cette fierté africaine, longtemps réprimée, cette dignité qu'on croyait éteinte, mais qui couvait sous les cendres, attendant son heure. Sa vision n'est pas née dans les salons feutrés des organisations internationales, ni dans les bureaux climatisés des ambassades. Elle a germé dans la poussière des champs de bataille, dans le sang versé par ses frères d'armes, dans les larmes des mères burkinabais qui enterraient leurs enfants. C'est une vision forgée dans l'urgence et la nécessité, mais ancrée dans une compréhension profonde de ce que signifie être africain au XXIe siècle. Elle repose sur 3 piliers indissociables. La souveraineté réelle, pas celle inscrite dans les constitutions, mais celle qui se vit dans les actes quotidiens. La dignité retrouvée, pas celle qu'on mendie, mais celle qu'on conquiert par son travail et son courage. Et la solidarité panafricaine, pas celle des sommets sans lendemain, mais celle des peuples qui comprennent que leur destin est commun. Quand Ibrahim Traoré évoque la souveraineté, il ne parle pas de slogan politique. Il parle de la capacité d'un pays à nourrir son peuple avec ce qu'il produit, à protéger ses citoyens avec ses propres forces, à décider de son avenir sans avoir à consulter des capitales étrangères. Il parle de reprendre le contrôle des ressources naturelles qui appartiennent aux Burkinabés, non pour les dilapider dans le luxe de quelques-uns, mais pour les transformer en écoles, en hôpitaux, en routes, en avenir. Cette vision est simple dans son essence, mais révolutionnaire dans ses implications, car elle remet en question tout un système bâti sur l'extraction et la dépendance. La philosophie du capitaine s'articule autour d'une conviction profonde. L'Afrique possède tout ce qu'il faut pour prospérer, tout sauf la confiance en elle-même. Le sous-sol burkinabé regorge d'or,
de manganèse, de phosphate. Le sol peut nourrir bien au-delà de la population actuelle. La jeunesse regorge de talent, d'énergie, de créativité. Alors pourquoi cette pauvreté persistante? Pourquoi cette dépendance humiliante? La réponse pour lui est claire. Parce qu'on nous a appris à mendier ce que nous possédons déjà, à importer ce que nous pouvons produire, à nous mépriser nous-mêmes alors que nous devrions nous célébrer. Cette prise de conscience n'est pas nouvelle en Afrique. De Nkrumah à Lumumba, de Cabral à Sankara, les visionnaires ont toujours compris cette vérité. Mais Ibrahim Traoré apporte quelque chose de différent, une approche pragmatique enracinée dans les réalités du XXIe siècle. Il ne rejette pas la modernité ou la technologie, il refuse simplement de les accepter aux conditions de ceux qui les utilisent pour maintenir la domination. Il ne ferme pas les portes au partenariat international. Il exige simplement que ces partenariats soient équitables et respectueux de la dignité burkinabé. Toi qui lis ces lignes, toi qui ressens cette flamme dans ta poitrine quand tu entends parler de dignité africaine, sache que tu fais partie de cette histoire. Chaque fois que tu choisis de soutenir un produit africain, chaque fois que tu refuses de participer à l'autodénigrement collectif, chaque fois que tu transmets à un jeune la fierté de ses origines, tu es un soldat de cette révolution silencieuse. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour un simple divertissement, mais pour rester connecté à ce mouvement qui redessine les contours de notre continent. Le leadership d'Ibrahim Traoré fascine et dérange précisément parce qu'il échappe aux catégories habituelles. Il n'est pas le militaire brutal assoiffé de pouvoir que les médias occidentaux aiment dépeindre. Il n'est pas non plus le démocrate parfait selon les standards extérieurs. Il est autre chose, quelque chose que l'Occident peine à comprendre. Un leader populaire authentique, porteur d'une légitimité qui ne vient pas des urnes mais de la rue, des casernes, des villages, des cœurs de millions de Burkinabés qui voient en lui leur propre reflet, amplifié. Cette légitimité populaire est palpable dans les rassemblements massifs qui accueillent ces rares apparitions publiques. Elle résonne dans les chants qui scandent son nom dans les quartiers de Ouagadougou. Elle se lit dans les yeux des jeunes qui ont retrouvé l'espoir, dans la posture des soldats qui ont retrouvé la fierté de leur uniforme, dans le sourire des paysans qui sentent enfin que quelqu'un pense vraiment à eux. Ce n'est pas du culte de la personnalité fabriqué par une propagande sophistiquée. C'est l'expression brute d'un peuple qui reconnaît en un homme l'incarnation de ses propres aspirations. Car Ibrahim Traoré parle la langue de la jeunesse africaine, pas celle enseignée dans les écoles coloniales, mais celle qui vibre dans les ghettos de Bamako, dans les cybercafés de Dakar, dans les marchés de Lomé. Il comprend la frustration de cette génération surdiplômée mais sous-employée, connectée au monde entier par Internet, mais déconnectée des opportunités réelles. Il partage la colère de ces jeunes qui voient leurs dirigeants accumuler des fortunes obscènes pendant qu'eux peinent à trouver de quoi manger. Il ressent l'humiliation de ces talents africains obligés de fuir vers l'Europe ou l'Amérique pour réaliser leur potentiel, comme si l'Afrique ne pouvait être qu'un lieu de départ, jamais un lieu d'accomplissement. Dans ses interventions, rares mais percutantes, le capitaine ne fait pas de promesses mirifiques. Il ne dessine pas un avenir de conte de fées où tous les problèmes se résoudront miraculeusement. Au contraire, il parle vrai. Il évoque les difficultés, les sacrifices nécessaires, la longueur du chemin. Mais il offre quelque chose de plus précieux que les promesses faciles. Il offre le respect de l'intelligence de son peuple, le respect de sa capacité à comprendre les enjeux complexes, le respect de sa volonté de participer activement à la construction de l'avenir. Et ce respect est réciproque, créant un lien puissant entre le leader et les masses qui dépasse largement les calculs politiques ordinaires. Le panafricanisme d'Ibrahim Traoré n'est pas théorique. Il ne se contente pas de beaux discours sur l'unité africaine lors des sommets diplomatiques. Il se manifeste dans des actions concrètes. Le renforcement des liens avec les pays voisins confrontés aux mêmes défis sécuritaires, la recherche de solutions africaines aux problèmes africains, le refus de laisser les puissances extérieures diviser pour mieux régner. Il comprend que le Burkina Faso seul, malgré tout son courage, ne peut triompher face aux défis titanesques qui se dressent devant lui. Il comprend que la souveraineté nationale et la solidarité régionale ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Cette vision panafricaine résonne particulièrement auprès de la jeunesse du continent qui en a assez des frontières artificielles, héritées de la colonisation, des rivalités stériles entre États frères, des guerres fratricides qui ne servent que les intérêts de ceux qui vendent les armes. Elle voit dans l'alliance des États du Sahel une préfiguration de ce que pourrait être une Afrique véritablement unie, capable de peser sur la scène mondiale, de négocier d'égal à égal avec les grandes puissances, de protéger ses ressources et ses populations. Mais le chemin de la transformation n'est jamais pavé de roses. Les ennemis du progrès sont nombreux, puissants, déterminés.
Ils ne portent pas toujours des uniformes militaires ni ne brandissent des armes. Parfois, ils portent des costumes 3 pièces et manient des arguments économiques. Parfois, ils contrôlent des médias internationaux et façonnent les perceptions. Parfois, ils infiltrent les institutions, sèment le doute, achètent les consciences, fragmentent les solidarités. Les pressions internationales sur le Burkina Faso se sont intensifiées depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Les sanctions économiques frappent, officiellement pour restaurer l'ordre constitutionnel, officieusement pour punir l'insolence d'un pays qui ose remettre en question les arrangements néocoloniaux. Les médias occidentaux multiplient les articles alarmistes sur la dérive autoritaire, la menace sur les libertés, les violations des droits humains, utilisant des standards qu'ils n'appliquent jamais aux régimes complaisants qui pillent leur pays depuis des décennies avec leur bénédiction. Le terrorisme lui-même, cette plaie qui saigne le Sahel, n'est pas un phénomène purement endogène. Il prospère sur les frustrations créées par des décennies de mauvaise gouvernance, certes, mais aussi sur les armes qui affluent mystérieusement vers des zones supposément contrôlées, sur les financements qui transitent par des circuits opaques, sur les stratégies de déstabilisation qui servent des agendas géopolitiques complexes. Ibrahim Traoré le sait. Il sait que certains préféreraient voir le Burkina Faso s'effondrer dans le chaos plutôt que de le voir réussir son pari de souveraineté. À l'intérieur même du pays, les résistances existent. Une partie de l'élite économique, habituée aux privilèges du système ancien, voit d'un mauvais œil les réformes qui menacent ses rentes. Certains acteurs politiques, exclus du nouveau dispositif, manœuvrent dans l'ombre en attendant l'occasion de revenir. Les tensions ethniques et religieuses, habilement instrumentalisées par ceux qui ont intérêt au désordre, menacent toujours la cohésion nationale. La pauvreté persistante, malgré les efforts déployés, alimente les frustrations et peut nourrir le mécontentement. Les sacrifices exigés sont immenses. Les soldats burkinabés tombent chaque semaine dans des embuscades, offrant leur vie pour que leur pays puisse espérer un avenir de paix. Les populations déplacées, chassées de leur village par la violence, vivent dans des conditions précaires, attendant le jour où elles pourront rentrer chez elles. L'économie, déjà fragile, souffre de l'insécurité persistante et des sanctions internationales. Les services publics, sous-financés depuis toujours, peinent à répondre aux besoins croissants. La patience du peuple, bien que remarquable, n'est pas infinie. Ibrahim Traoré porte ce fardeau sur ses épaules. On le voit dans les rares images qui filtrent, dans ce regard parfois fatigué mais jamais vaincu, dans cette détermination qui transparaît même dans le silence. Il a choisi ce chemin en connaissance de cause, sachant qu'il pourrait lui coûter sa vie comme elle a coûté la vie à Sankara. Mais il a aussi compris qu'il y a des causes pour lesquelles il vaut la peine de prendre tous les risques. Des moments dans l'histoire où un homme doit se lever même si les probabilités sont contre lui, simplement parce que c'est juste et nécessaire. Toi qui doutes parfois, toi qui te demandes si le combat en vaut la peine face à l'immensité des obstacles, regarde cet homme qui refuse de plier. Regarde ce peuple qui continue d'espérer malgré tout. Et comprends que chaque grand changement dans l'histoire a commencé par des gens ordinaires qui ont décidé de faire des choses extraordinaires. Partage ce message, non pas pour faire de la propagande, mais pour créer des ponts entre tous ceux qui croient qu'une autre Afrique est possible. L'héritage spirituel que transmet Ibrahim Traoré va au-delà de la politique quotidienne. Il touche à quelque chose de plus profond, de plus essentiel, la reconquête de l'âme africaine. Pendant des siècles, on nous a appris à avoir honte de nous-mêmes, honte de nos langues maternelles, honte de nos traditions, honte de notre histoire, honte de notre apparence même. L'esclavage a détruit des communautés entières. La colonisation a fracturé les sociétés. La néocolonisation a perpétué la dépendance et l'aliénation mentale. Le résultat est cette schizophrénie collective où des Africains se méprisent eux-mêmes, rêvent de blanchir leur peau, préfèrent tout ce qui vient d'ailleurs, considèrent leur propre continent comme une malédiction. Le message du capitaine est celui d'une libération psychologique autant que matérielle. Libération de ces chaînes mentales qui sont souvent plus contraignantes que les chaînes physiques. Libération de ce regard intériorisé du maître qui nous juge et nous trouve constamment insuffisants. Libération de cette course épuisante pour ressembler à un modèle occidental qui lui-même est en crise. Il nous invite à nous regarder avec nos propres yeux, à nous évaluer selon nos propres critères, à définir notre propre conception du progrès et du développement. Cette décolonisation mentale peut être le combat le plus difficile, car l'ennemi est en nous-mêmes. Il se manifeste dans ces petites phrases quotidiennes où nous dévalorisons systématiquement ce qui est africain. Il se cache derrière ces choix apparemment anodins qui, cumulés, renforcent notre dépendance. Il se niche dans cette éducation qui enseigne l'histoire de France par cœur, mais ignore royalement les empires africains. Ibrahim Traoré, par son exemple,
par sa posture, par ses choix symboliques, mène cette bataille culturelle aussi importante que la bataille politique ou économique. Son message à la jeunesse africaine est direct et exigeant. Cessez d'attendre qu'on vous sauve. Cessez de croire que la solution viendra de l'extérieur, d'une aide internationale généreuse, d'un miracle technologique, d'une immigration salvatrice. La solution est en vous. Elle réside dans votre capacité à vous former, à travailler dur, à innover, à entreprendre, à créer de la valeur. Elle nécessite que vous développiez cette confiance en vous-même, qui est le préalable à tout accomplissement. Elle exige que vous vous appropriez votre destin plutôt que de le subir. Mais ce message n'est pas celui d'un individualisme égoïste. Au contraire, Ibrahim Traoré insiste constamment sur la dimension collective de la lutte. Un arbre seul ne fait pas une forêt. Un individu brillant qui réussit en abandonnant sa communauté n'a pas vraiment réussi. La vraie victoire, c'est quand toute la communauté s'élève ensemble, quand les talents restent au pays pour le bâtir, quand les richesses créées bénéficient au plus grand nombre, quand la solidarité africaine ancestrale se combine avec la modernité pour créer quelque chose de nouveau et de puissant. Cette vision s'enracine dans les valeurs traditionnelles africaines qui ont permis aux sociétés de survivre et de prospérer pendant des millénaires avant l'arrivée des Européens. L'Ubuntu sud-africain qui affirme que je suis parce que nous sommes. Le concept Mossi du Naam qui lie le pouvoir à la responsabilité envers la communauté. L'hospitalité légendaire qui fait qu'un étranger est sacré. Le respect des anciens qui assure la transmission des savoirs. La palabre qui privilégie le consensus sur la confrontation. Ces valeurs ne sont pas des reliques du passé bonnes pour les musées ethnographiques. Elles sont des ressources vivantes qui peuvent inspirer des modèles de développement alternatifs, plus humains, plus durables, plus justes. Le capitaine n'est pas naïf. Il sait que le monde moderne ne fonctionne pas selon les principes du village traditionnel. Il sait que la compétition internationale est féroce et que les sentiments n'y ont pas leur place. Il sait que la technologie, la finance, la puissance militaire comptent dans les rapports de force. Mais il refuse de croire que pour être moderne, il faille renoncer à son âme. Il refuse l'idée que le développement ne puisse se concevoir que comme une imitation servile du modèle occidental. Il défend la possibilité d'une modernité africaine qui serait synthèse créative entre héritage et innovation, entre valeurs communautaires et efficacité contemporaine. Cette quête d'une voix africaine authentique résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Partout sur le continent, la jeunesse cherche des modèles, des références, des raisons d'espérer. Elle en a assez des dirigeants corrompus qui parlent de développement en détournant les maigres ressources publiques. Elle en a assez des intellectuels complaisants qui justifient l'ordre injuste avec des théories sophistiquées. Elle en a assez des prêcheurs de tous bords qui promettent le paradis après la mort pour mieux accepter l'enfer ici-bas. Elle veut des actes, des preuves, des résultats concrets. Ibrahim Traoré ne promet pas la lune. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il ne se présente pas comme un sauveur providentiel ou un héros sans faille. Sa force réside précisément dans cette humanité assumée, dans cette vulnérabilité reconnue. Il dit simplement « Je suis l'un d'entre vous. Je partage vos colères et vos espoirs. Je vais faire de mon mieux avec les moyens du bord. Et ensemble, nous verrons bien jusqu'où nous pouvons aller. » Cette authenticité, dans un monde politique saturé de mensonges et de manipulations, est profondément rafraîchissante et mobilisatrice. Le silence du capitaine, cette force intérieure qui donne son titre à ce texte, n'est donc pas un vide. C'est un plein. C'est la concentration de toutes ces énergies historiques, spirituelles, populaires, en un point focal. C'est la méditation du guerrier avant la bataille, la prière silencieuse du croyant, la détermination calme de celui qui sait où il va. Dans un monde de bavardage permanent, ce silence est subversif. Dans une époque d'agitation stérile, cette immobilité apparente est mouvement profond. Dans un contexte de confusion généralisée, cette clarté intérieure est lumière. Ce silence permet l'écoute. Écoute du peuple dont les souffrances et les aspirations doivent guider l'action politique. Écoute des conseillers dont l'expertise technique est nécessaire pour transformer les intentions en politiques efficaces. Écoute de l'histoire qui enseigne les erreurs à éviter et les chemins possibles. Écoute de sa propre conscience qui alerte quand on s'éloigne du cap fixé. Un leader qui parle trop s'entend lui-même et finit par tourner en rond. Un leader qui sait se taire peut entendre les voix multiples qui composent la symphonie complexe d'une nation. Ce silence permet aussi la réflexion. Gouverner n'est pas réagir impulsivement à chaque événement. C'est analyser, comprendre les causes profondes, anticiper les conséquences, choisir le moment opportun. Ibrahim Traoré ne se précipite pas sur les plateaux télévisés pour commenter chaque actualité. Il prend le temps de la réflexion stratégique, du calcul des forces,
de l'évaluation des options. Cette retenue, qui frustre parfois ceux qui voudraient des déclarations tonitruantes, est en réalité la marque d'une intelligence politique affûtée. Et finalement, ce silence permet l'action. Les mots s'envolent, les actes restent. Trop parler dilue l'énergie qu'il faut concentrer dans l'exécution. Ibrahim Traoré préfère faire et laisser les résultats parler. Réorganisation de l'armée, mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, recherche de nouveaux partenariats internationaux, promotion de la production locale, tentative de réconciliation nationale, lutte contre la corruption. Chacune de ces actions, même imparfaite, même perfectible, est une pierre posée dans la construction de l'édifice d'un Burkina Faso nouveau. Les détracteurs ironisent, les sceptiques doutent, les jaloux médisants. C'est normal, et même sain dans toute société vivante. Mais ce qui est remarquable, c'est l'adhésion massive d'un peuple qui sent confusément qu'il se joue quelque chose d'important, que cette période n'est pas une simple péripétie politique de plus, mais peut être un tournant historique. Les Burkinabés ont déjà connu plusieurs coups d'État, plusieurs promesses non tenues, plusieurs désillusions. Leur soutien actuel n'est pas naïf. C'est un pari conscient, une dernière chance donnée avant la résignation totale, un investissement émotionnel dans un projet qui dépasse largement la personne du capitaine. Car en vérité, Ibrahim Traoré lui-même le sait et le répète. Il n'est qu'un instrument, un catalyseur, un symbole, mais la vraie force, le vrai pouvoir, c'est le peuple qui l'incarne. C'est cette femme qui cultive son champ malgré l'insécurité. C'est cet enseignant qui continue de transmettre le savoir dans une école de fortune. C'est ce jeune qui refuse d'émigrer illégalement et cherche à créer quelque chose au pays. C'est ce soldat qui patrouille dans des zones dangereuses pour protéger ses compatriotes. Ce sont ces millions de Burkinabés ordinaires qui, par leurs choix quotidiens, construisent réellement le pays. Le rôle du leader, dans cette perspective, n'est pas de faire à la place du peuple, mais de lui donner la vision, la confiance, les outils pour qu'il se fasse lui-même. C'est d'éliminer les obstacles structurels qui empêchent les énergies de se déployer. C'est de créer les conditions de possibilité de l'action collective. C'est de protéger l'espace de souveraineté à l'intérieur duquel le peuple peut exercer sa créativité. Ibrahim Traoré, s'il réussit, ne sera pas celui qui a sauvé le Burkina Faso. Il sera celui qui a permis aux Burkinabés de se sauver eux-mêmes. Cette philosophie de l'empowerment populaire, pour utiliser un terme moderne, rejoint les intuitions les plus profondes de la tradition politique africaine. Le roi, le chef, l'imam n'étaient jamais des despotes absolus dans les sociétés précoloniales les mieux organisées. Ils étaient des arbitres, des fédérateurs, des garants de l'équilibre. Leur pouvoir était toujours tempéré par des conseils, des rituels, des coutumes qui rappelaient que l'autorité est un service, pas un privilège. Quand le pouvoir devenait abus, des mécanismes de régulation existaient, parfois jusqu'à la destitution du chef indigne. Évidemment, il ne s'agit pas d'idéaliser un passé qui avait aussi ses injustices, ses rigidités, ses violences. Mais il s'agit de reconnaître qu'il existe des ressources dans les cultures politiques africaines pour penser le pouvoir autrement que selon le modèle occidental de l'État-nation centralisé. Il s'agit d'explorer des voies de gouvernance qui seraient plus proches des réalités sociologiques africaines, plus légitimes aux yeux des populations, plus efficaces dans leurs résultats. Ce chantier intellectuel et pratique dépasse largement les capacités d'un seul homme ou d'un seul pays. Il nécessite une réflexion panafricaine, une expérimentation à différentes échelles, un dialogue entre théoriciens et praticiens, entre anciens et jeunes, entre différentes régions du continent. Mais Ibrahim Traoré, par son action au Burkina Faso, contribue à ouvrir cet espace de possibilités. Il prouve qu'on peut essayer de faire autrement, qu'on peut remettre en question les modèles imposés, qu'on peut chercher des solutions africaines aux problèmes africains. Et toi qui es arrivé jusqu'ici dans ce texte, toi qui as pris le temps de réfléchir à ces enjeux complexes, tu fais partie de cette intelligence collective en construction. Chaque commentaire pertinent que tu laisses, chaque discussion que tu engages avec tes proches, chaque initiative que tu prends dans ton environnement pour promouvoir ces valeurs, tout cela contribue au mouvement. Nous ne sommes pas spectateurs passifs de l'histoire en train de se faire. Nous en sommes les acteurs, modestes peu, êtres, mais indispensables. Alors abonne-toi, like, partage, non pas mécaniquement, mais comme un acte de résistance et d'affirmation. Le combat pour la souveraineté africaine ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille ou dans les salles de négociation diplomatiques. Il se gagne aussi, et peut, être surtout, dans les esprits et les cœurs. Tant que nous douterons de nous-mêmes, tant que nous intérioriserons le regard méprisant que certains portent sur nous, tant que nous rechercherons compulsivement la validation extérieure, nous resterons dominés quelles que soient les indépendances formelles. La vraie liberté commence dans la tête,
dans cette révolution intérieure qui nous fait passer du statut de sujet à celui d'agent de notre propre histoire. Ibrahim Traoré incarne cette mutation psychologique autant que politique. Il montre qu'un Africain peut se tenir debout face aux grandes puissances sans complexe d'infériorité. Il démontre qu'on peut être fier de son identité sans être chauvin ou xénophobe. Il illustre qu'on peut respecter les autres sans s'écraser devant eux. Cette fierté tranquille, cette dignité non négociable, cette assurance sereine sont peu, être ses plus grands apports, au-delà de toute réalisation matérielle. Car au final, qu'est-ce qu'une nation sinon un projet collectif porté par un récit commun, une fierté partagée, une volonté de bâtir ensemble quelque chose qui nous dépasse individuellement. Le Burkina Faso a toujours eu un territoire, une population, des institutions. Mais avait-il vraiment une âme collective vibrante, une conscience nationale ardente, un projet mobilisateur? Les décennies de gouvernance médiocre, de corruption endémique, de résignation apprise, avaient érodé ce ciment invisible qui transforme une collection d'individus en une communauté de destin. Ce que tente Ibrahim Traoré, c'est précisément de reconstituer ce lien, de réveiller cette flamme, de ressusciter cet esprit. Il le fait en rappelant l'héritage glorieux des résistants qui ont combattu la pénétration coloniale française pendant des décennies. Il le fait en célébrant les héros oubliés, ces anonymes dont le sacrifice a permis la survie de l'identité Mossi, Gourmanché, Fulfulde, Bobo et de toutes les composantes de la nation burkinabé. Il le fait en proposant un récit national où chacun peut se reconnaître et trouver sa place, où les diversités ethniques et religieuses deviennent richesse plutôt que source de division. Cette construction narrative est fondamentale. Les humains ont besoin d'histoire pour donner sens à leur existence. Nous ne vivons pas seulement de pain et d'eau, mais aussi et surtout de symboles, de mythes fondateurs, de récits épiques. Pendant trop longtemps, l'histoire africaine a été racontée par d'autres, déformée, caricaturée, réduite à l'esclavage et à la colonisation comme si rien n'avait existé avant, comme si rien de grand ne s'était jamais passé sur ce continent. Les manuels scolaires continuent souvent à enseigner une histoire européocentrée, où l'Afrique n'apparaît que comme objet passif des ambitions des autres. Ibrahim Traoré participe à cette entreprise vitale de réappropriation narrative. Quand il parle, il réinscrit le Burkina Faso dans la longue durée historique. Il établit des continuités entre les empires du passé et les luttes du présent. Il donne de la profondeur temporelle à l'action politique contemporaine. Ce faisant, il restitue aux Burkinabés leur statut de sujet historique, d'acteurs qui font l'histoire plutôt que de la subir. Cette restauration symbolique est aussi importante que n'importe quelle réforme économique, car elle touche à l'estime de soi collective, sans laquelle aucune transformation durable n'est possible. Les ennemis de cette renaissance africaine le comprennent parfaitement. C'est pourquoi ils investissent massivement dans la guerre de l'information, dans le contrôle des récits, dans la production de contenus qui maintiennent les Africains dans une posture de dépendance mentale. Les médias internationaux dominants ne sont pas neutres. Ils véhiculent une vision du monde où l'Occident reste le centre, la norme, le modèle indépassable. Ils sélectionnent les informations qu'ils diffusent sur l'Afrique selon des critères qui renforcent les stéréotypes. Corruption, guerre, famine, maladie. Les réussites, les innovations, les dynamiques positives sont systématiquement sous-représentées. Face à cette machine de guerre médiatique, les moyens des États africains sont dérisoires. Mais les réseaux sociaux ont changé la donne. Pour la première fois dans l'histoire, des Africains ordinaires peuvent produire et diffuser leurs propres contenus, raconter leurs propres histoires, contester les narratives dominantes. Cette révolution numérique est une opportunité extraordinaire pour la jeunesse africaine. Elle permet de contourner les gatekeepers traditionnels, de créer des contre-récits puissants, de tisser des solidarités transnationales. C'est dans ce contexte que s'inscrit le phénomène de soutien populaire massif à Ibrahim Traoré sur les plateformes numériques. Des millions de jeunes Africains, du Sénégal au Kenya, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, suivent son parcours, commentent ses décisions, défendent son action contre les critiques extérieures. Ils ne sont pas tous burkinabés, beaucoup ne vivront jamais au Burkina Faso, mais ils se reconnaissent dans ce qu'ils représentent. Il devient un symbole qui les dépasse, l'incarnation de leurs propres aspirations à la dignité et à la souveraineté. Cette identification transcontinentale prouve que le panafricanisme n'est pas mort, qu'il continue de vivre dans le cœur de millions de personnes qui comprennent intuitivement que le destin des Africains est lié, que la victoire de l'un inspire et renforce tous les autres, que l'échec de l'un décourage et affaiblit l'ensemble. Kwame Nkrumah avait raison. L'indépendance du Ghana ne serait complète que lorsque l'Afrique entière serait libérée. Aujourd'hui, on pourrait dire la souveraineté du Burkina Faso ne sera consolidée que lorsque l'Afrique entière aura reconquis sa souveraineté.
Cette dimension panafricaine de la lutte n'est pas qu'idéologique. Elle a des implications très pratiques. Les défis auxquels fait face le Burkina Faso, terrorisme, pauvreté, changement climatique, fuite des cerveaux, dépendance technologique, sont partagés par la majorité des pays africains. Les solutions ne peuvent être que collectives. Un pays de 20 millions d'habitants ne peut créer seul une industrie aéronautique, une filière pharmaceutique complète, une capacité de recherche scientifique de pointe, mais plusieurs pays regroupant 200 millions de personnes le peuvent. C'est tout l'enjeu de l'intégration régionale, pas celle bureaucratique des sommets sans fin, mais celle concrète des infrastructures partagées, des marchés unifiés, des chaînes de valeur régionales. L'alliance des États du Sahel que construit le Burkina Faso avec le Mali et le Niger préfigure peut être ce que pourrait être une coopération africaine authentique, fondée sur la confiance mutuelle et l'intérêt bien compris, plutôt que sur les injonctions des institutions financières internationales. Les obstacles à cette intégration sont immenses. Les infrastructures de transport entre pays africains sont souvent pires qu'entre l'Afrique et l'Europe. Les barrières tarifaires et non tarifaires fragmentent les marchés. Les méfiances historiques entre États, héritées de la colonisation et entretenues par les manipulations néocoloniales, persistent. Les élites dirigeantes ont souvent plus d'intérêt à préserver leurs liens privilégiés avec les anciennes métropoles qu'à construire des solidarités horizontales africaines. Mais l'émergence d'une nouvelle génération de leaders, moins liés à l'ancien système, ouvre des possibilités nouvelles. Ibrahim Traoré représente cette génération charnière. Trop jeune pour avoir connu la colonisation directe, assez âgé pour en comprendre les séquelles durables, formé dans le système éducatif hérité de la colonisation, mais capable d'en percevoir les limites et les biais. Connecté au monde globalisé par la technologie, mais enraciné dans les réalités locales par son parcours. Cette position intermédiaire lui permet une lucidité particulière sur les enjeux de la transition que doit opérer l'Afrique. Ni repli frileux sur un passé idéalisé, ni imitation servile d'un modèle occidental en crise, mais synthèse créative, ouvrant des voies nouvelles. Cette voie nouvelle, il la cherche en tâtonnant, en expérimentant, en corrigeant les erreurs inévitables. Il n'a pas de manuel d'instruction à suivre, pas de modèle tout fait à copier. L'expérience de Sankara, si inspirante soit-elle, s'est déroulée dans un contexte géopolitique différent, celui de la guerre froide, où les marges de manœuvre étaient autres. L'expérience asiatique, notamment chinoise, souvent citée en exemple, s'est construite sur des bases culturelles et historiques spécifiques difficilement transposables. Il faut donc inventer, oser, accepter l'incertitude. Cette dimension d'expérimentation, d'aventure collective dont l'issue n'est pas garantie, devrait être assumée plutôt que cachée. Le peuple burkinabé mérite qu'on lui dise la vérité. Le chemin sera long, semé d'embûches, marqué par des réussites et des échecs. Il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique qui transformera du jour au lendemain un pays pauvre en puissance prospère. Mais il y a la possibilité de construire ensemble quelque chose de différent, de plus juste, de plus digne. Et cette possibilité vaut qu'on prenne le risque. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Ibrahim Traoré a peur, sans doute, comme tout être humain normalement constitué. Peur de l'échec, peur de décevoir les attentes immenses placées en lui, peur pour sa vie constamment menacée, peur des conséquences de ses décisions sur des millions de personnes. Mais il avance quand même, parce qu'il a compris qu'il y a des moments où l'inaction est plus dangereuse que l'action, où le statu quo est plus mortifère que le changement, où le silence devient complicité. Ce courage inspire. Il inspire les soldats qui partent au combat malgré le danger. Il inspire les fonctionnaires qui restent à leur poste malgré les salaires misérables. Il inspire les enseignants qui continuent d'enseigner malgré les conditions déplorables. Il inspire les paysans qui continuent de cultiver malgré l'insécurité. Il inspire la jeunesse africaine qui refuse de se résigner au rôle de figurant dans une histoire écrite par d'autres. Cette inspiration, cette transmission d'énergie positive, peut être le plus grand pouvoir d'un véritable leader. Car le leadership authentique n'est pas domination mais élévation. Ce n'est pas écraser les autres pour briller soi-même, mais les faire grandir pour qu'ensemble, on aille plus loin. Ce n'est pas monopoliser la lumière, mais être la source qui permet à 1000 autres lumières de s'allumer. Ibrahim Traoré semble avoir intégré cette leçon fondamentale. Il ne cherche pas à concentrer tous les pouvoirs, tous les savoirs, toutes les initiatives. Il essaie au contraire de créer un cadre où les énergies multiples peuvent se déployer, où les talents divers peuvent s'exprimer, où les initiatives locales peuvent éclore. Cette approche décentralisée du pouvoir est cruciale dans un pays comme le Burkina Faso, caractérisé par une grande diversité ethnique, linguistique, religieuse. L'État centralisé hérité de la colonisation
qui prétend tout contrôler depuis Ouagadougou, est inadapté. Il faut imaginer des formes de gouvernance plus souples, plus proches des populations, plus respectueuses des particularismes locaux. Cela ne signifie pas l'éclatement de la nation, mais au contraire sa consolidation sur des bases plus authentiques, plus légitimes, plus solides. L'histoire enseigne que les empires les plus durables ne furent pas les plus centralisés, mais ceux qui surent trouver le juste équilibre entre unité et diversité, entre autorité centrale et autonomie locale, entre principes communs et adaptation contextuelle. L'empire du Mali médiéval, à son apogée, s'étendait sur des territoires immenses et des populations très diverses. Sa longévité s'explique en partie par sa capacité à respecter les structures locales, tout en assurant la sécurité et la justice sur l'ensemble du territoire. Ces leçons du passé peuvent inspirer les constructions politiques du présent. Le Burkina Faso de demain ne sera fort que s'il parvient à faire de sa diversité une richesse plutôt qu'une faiblesse, à transformer les différences en complémentarité créative. Cela nécessite un travail patient de dialogue, de compromis, de construction de consensus. Cela exige aussi une lutte ferme contre ceux qui instrumentalisent les identités ethniques ou religieuses à des fins politiques égoïstes. Ibrahim Traoré, Mossi par son origine, doit prouver qu'il est le président de tous les Burkinabés, quelle que soit leur ethnie. Il doit rassurer les minorités, leur garantir que leurs droits seront respectés, leurs spécificités préservées, leurs aspirations prises en compte. Il doit aussi convaincre la majorité que le respect des minorités n'est pas une faiblesse, mais une force, que l'inclusion est plus efficace que l'exclusion, que la cohésion nationale est le préalable à toute réussite collective. Ce travail d'unification nationale dans le respect de la diversité est sans doute le plus difficile. Il ne se décrète pas, il se construit jour après jour, à travers des gestes symboliques, des politiques inclusives, des nominations équilibrées, un discours rassembleur. Chaque crise ethnique ou religieuse mal gérée peut fracasser en quelques jours ce qui a été patiemment tissé pendant des mois. Chaque sentiment d'injustice ou de marginalisation d'un groupe peut nourrir des ressentiments aux conséquences imprévisibles. Mais Ibrahim Traoré a des atouts. Sa jeunesse lui permet de transcender certains clivages générationnels. Son parcours militaire lui donne une légitimité auprès des forces de sécurité. Sa simplicité apparente le rend accessible aux masses populaires. Son discours souverainiste résonne auprès de tous ceux qui en ont assez de la dépendance, quelle que soit leur appartenance communautaire. Il doit capitaliser sur ses atouts tout en comblant ses faiblesses, notamment en s'entourant de compétences diverses et en acceptant le conseil de ceux qui ne pensent pas comme lui. L'avenir du Burkina Faso sous son leadership reste incertain. Trop de facteurs échappent à son contrôle. L'évolution de la situation sécuritaire dépend en partie de dynamiques régionales et internationales complexes. La situation économique est tributaire des cours des matières premières et des décisions des institutions financières. La cohésion sociale peut être fragilisée par des manipulations externes. Les pressions internationales peuvent s'intensifier jusqu'à devenir insupportables. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est réveillé au Burkina Faso et dans une partie de l'Afrique. Une aspiration à la dignité, un refus de la fatalité, une volonté de reprendre son destin en main. Cette énergie collective, si elle parvient à se canaliser positivement, peut accomplir des miracles. L'histoire regorge d'exemples de peuples qui, partant de situations désespérées, ont réussi à se transformer en quelques décennies. Le Burkina Faso peut-il écrire une telle histoire? Seul l'avenir le dira. Mais pour que cet avenir ait une chance d'être positif, chacun doit jouer sa partition. Les dirigeants doivent gouverner avec sagesse et intégrité. Les citoyens doivent assumer leurs responsabilités civiques. Les intellectuels doivent produire des analyses lucides plutôt que des justifications complaisantes. Les médias doivent informer honnêtement plutôt que manipuler. Les partenaires internationaux doivent accompagner plutôt que dicter. Chacun, à son niveau, est comptable de la réussite ou de l'échec de cette entreprise collective. Et toi, où que tu sois, quel que soit ton âge, ta nationalité, ta condition, tu peux contribuer, en t'informant correctement pour ne pas être manipulé, en partageant des contenus qui éduquent et élèvent plutôt que ceux qui divisent et avilissent, en soutenant les initiatives qui construisent l'Afrique plutôt que celles qui la détruisent, en transmettant aux plus jeunes la fierté de leurs origines et la confiance en leurs capacités, en refusant le cynisme facile qui mine toute possibilité de changement. Abonne-toi à cette chaîne, commente, partage, non pas comme un simple consommateur de contenu, mais comme un acteur conscient de la bataille culturelle et politique qui se joue. Le silence du capitaine Ibrahim Traoré est puissant parce qu'il est habité. Il n'est pas le silence de l'indifférence ou de la passivité, c'est le silence de la concentration extrême, de la détermination farouche,
de la foi inébranlable dans la justesse de la cause. C'est le silence qui précède l'action décisive, celui du guépard avant le bond, celui du chirurgien avant l'incision cruciale. Dans ce silence résonne le cri silencieux de millions d'Africains qui attendent leur heure, qui préparent leur émancipation, qui construisent patiemment les fondations d'un monde nouveau. Ce monde nouveau ne sera pas parfait. Il aura ses contradictions, ses insuffisances, ses injustices résiduelles, mais il sera le nôtre, construit par nous, pour nous, reflétant nos valeurs et nos aspirations. Il ne sera plus ce décor de carton-pâte, installé par d'autres, où nous jouons des rôles écrits par d'autres, dans une pièce dont le sens nous échappe. Il sera notre création authentique, imparfaite sans doute, mais vivante, vibrante, porteuse de sens. L'héritage que laissera Ibrahim Traoré ne se mesurera pas seulement en kilomètres de routes construites, en écoles ouvertes, en taux de croissance économique. Il se mesurera surtout dans les consciences transformées, dans la fierté restaurée, dans l'espoir renaissant. Si dans 20 ans, les jeunes Burkinabés marchent la tête haute, confiants en leur capacité à construire leur pays, fiers de leur identité africaine, déterminés à ne plus jamais accepter la domination, alors sa mission aura été accomplie, quels qu'aient été les aléas du parcours. Car au fond, c'est cela le véritable enjeu. Former une génération nouvelle, qui ne portera plus les stigmates de la colonisation mentale, qui ne se sentira plus obligé de ressembler aux autres pour être accepté, qui assumera pleinement son africanité comme une force et non comme un handicap. Une génération d'Africains libres, intérieurement, et donc capables de conquérir toutes les libertés extérieures. Une génération qui ne demandera plus la permission de briller, qui ne cherchera plus la validation des anciennes métropoles, qui définira ses propres critères de réussite et d'excellence. Cette révolution des consciences est déjà en marche. On la voit dans l'explosion de la créativité africaine dans tous les domaines. Musique, cinéma, littérature, mode, technologie, entrepreneuriat. On la lit dans les yeux brillants de ces jeunes qui lancent des startups innovantes depuis Kigali ou Lagos. On l'entend dans les voix assurées de ces intellectuels africains qui déconstruisent les discours dominants avec une rigueur implacable. On la sent dans cette énergie collective qui traverse le continent, ce refus croissant du statut de victime éternelle, cette affirmation joyeuse d'une identité africaine réinventée. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce mouvement de renaissance africaine. Il n'en est ni l'initiateur ni le seul porteur, mais il en est un catalyseur important à ce moment précis de l'histoire. Son action au Burkina Faso, si elle réussit, prouvera que le changement est possible, que les petits pays peuvent dire non aux grandes puissances, que la souveraineté n'est pas réservée aux géants. Et cette preuve inspirera d'autres pays, d'autres peuples, d'autres leaders à tenter leur propre aventure émancipatrice. Le pouvoir intérieur du capitaine, c'est finalement cela. La capacité à croire malgré tout, à agir malgré les obstacles, à espérer malgré les échecs passés. C'est cette force morale qui permet de tenir debout quand tout pousse à se coucher, de garder le cap quand les tempêtes font rage, de continuer à avancer quand la fatigue invite à l'abandon. Cette force ne s'acquiert pas dans les livres ni dans les académies militaires. Elle se forge dans l'épreuve, dans le sacrifice, dans la confrontation quotidienne avec ses propres limites et ses peurs. Puissions-nous tous, à notre modeste échelle, cultiver cette même force intérieure. Puissions-nous développer ce même refus du renoncement, cette même détermination à laisser ce monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Puissions-nous transmettre aux générations futures non pas la résignation que nous avons parfois héritée, mais l'espérance active qui transforme les rêves en réalité. Le Burkina Faso, ce petit pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce pays sans mer ni pétrole, ce pays que beaucoup ne pourraient même pas situer sur une carte, ce pays est en train d'écrire une page d'histoire qui le dépasse. Il devient symbole, laboratoire, espoir, pour tous ceux qui croient qu'une autre Afrique est possible. Que cette expérience réussisse ou échoue, elle aura eu le mérite d'oser, de tenter, de refuser la fatalité. Et c'est sur cette note d'espérance combative que nous devons conclure, non pas par des certitudes arrogantes sur un avenir radieux inéluctable, mais par la conviction profonde que le combat pour la dignité humaine, pour la justice, pour la souveraineté des peuples est toujours noble et nécessaire, quelles qu'en soient les difficultés. Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé mènent ce combat aujourd'hui. Demain, d'autres prendront le relais, ailleurs, autrement, mais dans le même esprit. L'Afrique se lève, lentement peut être, avec des hésitations et des reculs temporaires, mais inexorablement. Le 21e siècle verra l'émergence du continent africain comme acteur majeur de l'histoire mondiale, non plus comme terrain de jeu des puissances extérieures, mais comme force autonome porteuse de son propre projet civilisationnel. Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé,
est l'un des artisans de cette émergence. Que son silence intérieur inspire notre propre quête de sens et d'authenticité. Que sa détermination stimule notre propre engagement pour les causes qui nous tiennent à cœur. Que son exemple nous rappelle que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, qu'elle se fait par l'action de femmes et d'hommes qui décident de ne plus subir, mais de construire. L'appel du capitaine résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un appel à la conscience de chaque Africain, où qu'il se trouve. C'est un appel à se réapproprier son histoire, sa dignité, son destin. C'est un appel à cesser d'être des objets pour devenir des sujets, à passer de la résignation à l'action, du désespoir à l'espérance créatrice. Alors levons-nous, non pas dans la violence aveugle, mais dans la détermination lucide. Travaillons, non pas dans l'agitation stérile, mais dans la persévérance patiente. Espérons, non pas dans l'attente passive, mais dans l'engagement actif. Et peut être qu'un jour, nos enfants regarderont en arrière et diront « C'est là, à ce moment précis de l'histoire, que tout a basculé. C'est là que l'Afrique a définitivement tourné la page de l'humiliation et ouvert celle de la renaissance. » Le capitaine Ibrahim Traoré n'est qu'un homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Mais il incarne en ce moment historique précis une aspiration collective qui le transcende. Il porte sur ses épaules l'espoir de millions de personnes. Puisse-t-il avoir la force de continuer? Puissions-nous avoir la sagesse de l'accompagner? Et puisse l'Afrique enfin connaître l'aube qu'elle mérite après cette longue nuit.